Bonjour à tous. Merci beaucoup à Le Bon Coin pour l'accueil. Vraiment ravi d'être ici. Merci aux équipes organisatrices du Meetup aussi. Je suis donc Elliot Andrés, je suis le CTO chez Photoroom. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment ajouter et faire grandir des fonctionnalités de Generative AI dans une application utilisée par des millions d'utilisateurs. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. À main levée rapidement, qui a déjà utilisé ChatGPT? Ok, donc à vue d'œil, 90% de la salle. Qui a utilisé ChatGPT cette semaine, donc dans les 7 derniers jours? Ok, un petit peu moins, on est passé sur 80%. Et aujourd'hui, qui a utilisé ChatGPT aujourd'hui? Ok, on est sur du 50%. Donc maintenant, la question qui fâche, qui paye pour ChatGPT? Ok, donc on est sur du 25%, intéressant de voir les statistiques dans la salle. Je ne me fais pas d'illusions. On est sur une audience d'early adopters. J'imagine que ce n'est pas les mêmes statistiques pour l'ensemble de la France. Donc ChatGPT, c'est un des modèles les plus connus de Generative AI pour générer du texte. C'est probablement le modèle dont tout le monde a entendu parler. Il y en a un autre qui est utilisé plus pour générer des images et dont vous avez peut-être entendu parler, ou en tout cas, vous avez sûrement entendu parler d'une image très connue qui vient de ce modèle. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est cette image très connue du pape en doudoune un peu flashy. Est-ce que vous savez ce qu'est l'outil qui a été utilisé pour générer cette image? À main levée, qui a une idée de l'outil qui... Ok, donc on est sur 30% de la salle qui se doute. Et effectivement, c'est Midjourney, un outil qui est utilisable sur Discord pour générer des images. Et à bras levés, dernière question, qui a déjà utilisé Midjourney, qui a déjà généré des images avec Midjourney? Ok, donc ouais, 25% de la salle. Je vous invite à l'utiliser, c'est vraiment un outil qui est fabuleux aussi pour générer des images. On peut vraiment s'amuser avec. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses principalement. D'abord, comment on utilise la Generative AI chez Photoroom, quels sont les cas d'utilisation, ainsi que l'impact que ça a eu sur notre business. Ensuite, je vais vous donner 3 apprentissages qu'on a eus sur la Generative AI. Des erreurs qu'on a faites, des erreurs qu'on ne refera pas. Et enfin, je vais ouvrir sur d'autres sujets tels que le MOAT, qui est le mot anglais qui est sur toutes les bouches en ce moment quand on parle de Generative AI. On va parler d'argent, combien ça coûte d'entraîner un modèle Generative AI, de le faire tourner, et d'éthique aussi, quelles sont les questions éthiques et morales qui sont posées en utilisant la Generative AI. Voilà. Je vais lancer mon petit timer pour être sûr de ne pas aller au-delà du temps imparti. Et avant de se lancer dans tout ça, vous dire quelques mots sur Photoroom. Donc Photoroom, c'est une application qui est disponible sur toutes les plateformes pour générer des photos pro pour votre business. On aide les petits business comme les très très grands à créer des images qui vendent plus et qui donnent une image positive d'une entreprise. Donc on fait aussi des photos de profil, vraiment LinkedIn, on fait de A à Z. Tout ce qui est photo pour votre business, on vous aide là-dessus. Pour vous donner une idée, on est à 80 millions d'installations. On est dans 28 langages, dans plus de 120 pays. Et on édite plus d'1 milliard d'images tous les ans en utilisant de l'AI, générative ou non, juste généralement des algorithmes d'intelligence artificielle. Et comme je vous disais, on est utilisé par des entreprises petites et grandes. Donc Warner Bros, pour citer une des plus connues, Celency en France, Scenario, qui est une entreprise de Generative AI aussi. Et pour vous dire quelques mots sur l'entreprise très rapidement, ça a été créé il y a à peu près 4 ans, 3 ans et demi. On travaille en anglais. La moitié de l'entreprise est remote, donc travaille à distance. On se retrouve une fois par mois dans nos bureaux à Paris. Et il y a à peu près 45 personnes qui travaillent chez Photoroom, avec une dizaine de nationalités, donc des gens qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Et voilà, je suis juste là. Avant Photoroom, j'étais freelance en computer vision. Donc ça fait à peu près 8 ans que je travaille sur les sujets d'analyse d'images et de génération d'images plus récemment. Donc lançons-nous et je vais vous parler de comment Photoroom a ajouté de la Generative AI dans un produit qui à l'époque était déjà utilisé par des millions d'utilisateurs. Et avant de commencer, je vais faire une petite démo de ce que fait Photoroom aujourd'hui. Je prie les dieux des démos pour que tout se passe comme prévu. Hop. Parfait.
Donc là, j'ai mis une image dans Photoroom, une image de chaise classique. Et ce que Photoroom fait, c'est qu'évidemment, on retire le fond. On a fait ça pendant les 3 premières années. Donc c'était pratique. Les gens pouvaient rajouter un fond ou alors utiliser un template pour ajouter un type du texte par-dessus ou vendre leurs images. Ça fonctionnait relativement bien. Les gens étaient plutôt contents. Mais il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Vous pouvez voir, on ne voit pas très bien avec la lumière ici, mais là, avec l'ombre ici que je viens d'ajouter, elle n'a pas l'air très réaliste. C'est-à-dire que par rapport à la géométrie de la chaise, on n'est pas sur du quelque chose qui a été créé en studio. En tout cas, on n'en a pas l'impression. Donc une fonctionnalité de Generative AI qu'on a ajoutée, c'est ce qu'on appelle Instant Shadows. Et en un seul clic, on peut générer des ombres qui sont réalistes, comme si la chaise avait été prise dans un studio. Et ça marche pour toutes les catégories d'objets. Vous pouvez, votre bougie, votre bouteille de parfum, avoir des ombres réalistes et ne pas avoir à appeler un photographe, appeler un studio. Il faut plusieurs mois pour que ça se passe, avoir des photos comme ça. Donc ça, c'est plutôt utilisé pour les listings par les gens qui veulent, sur la liste des produits, avoir des images un petit peu minimalistes et quand même donner une idée de qualité sur leurs produits. Mais on nous a aussi demandé autre chose, qui était plus des images qui s'appellent lifestyle. Et donc là, je vais tout de suite retirer l'ombre et vous montrer ce qu'on fait, notre feature phare en Generative AI, qui est de générer des fonds. Donc après 3 ans après avoir retiré les fonds, on a maintenant des algorithmes qui les génèrent automatiquement. Et donc vous voyez ici, on a généré une scène un petit peu cosy pour mettre en valeur cette chaise et potentiellement que la personne qui va l'acheter ait une idée de à quoi ça ressemblerait dans son salon. On peut aussi voir évidemment d'autres fonds qui sont un petit peu plus thématiques. Donc on a par exemple la neige, dans le cas où vous vendriez des chaises faites pour l'hiver. C'est évidemment pas le cas ici, mais ça vous donne une idée d'à quoi ressemblent les algorithmes qui les ajoutent dans un décor. Donc ça, c'est une fonctionnalité clé de Generative AI qu'on a ajoutée dans Photoroom et qui fonctionne extrêmement bien aujourd'hui, qui est utilisée par des millions d'utilisateurs. Et ce que je ne vais pas partager avec vous dans cette première partie, c'est dans la deuxième partie, c'est les apprentissages qu'on a eus en ajoutant ces fonctionnalités de Generative AI. Voilà. Quelques mots sur comment ça fonctionne, parce que vous êtes peut-être curieux et vous vous demandez peut-être de comment on génère le fond de cette manière-là pour les images. Donc en fait, en utilisant l'application, l'analyse de l'image et le processing se fait pas directement sur cet ordinateur-là. Il se fait sur un serveur distant, dans le cloud. Et ça se passe donc chez nos cloud providers, on en utilise plusieurs. La seule chose, on a beaucoup d'utilisateurs, donc on distribue ça sur plusieurs machines. Chaque machine a un GPU. Vous en avez peut-être entendu parler dans le cadre de la Generative AI, mais en général, on en entend parler pour le jeu vidéo. Historiquement, c'était plutôt utilisé pour le jeu vidéo. Mais aujourd'hui, ChatGPT tourne sur des GPU, Midjourney tourne sur des GPU, et donc il y a un petit peu une pénurie de GPU, je vous en parlerai après. Pour vous donner un ordre d'idée, une machine comme ça, et on en utilise un certain nombre, ça coûte à peu près 3 000 $ par mois à louer. Donc chaque fois qu'on en rajoute une derrière ce load balancer, ça rajoute à la facture 3 000 $ par mois pour chaque machine. Alors il y en a qui sont un petit peu moins rapides et moins chers, plus rapides et plus chers, mais voilà, ça vous donne un ordre de grandeur. Et comme je vous disais, il y en a un certain nombre pour pouvoir absorber la charge. En parlant de charge, elle varie au cours de la journée. Donc nous, on a notre pic autour de 17 h, c'est là où il y a le plus de nos utilisateurs, les États-Unis qui se connectent, l'Europe aussi qui continue d'utiliser l'application. Et donc on varie le nombre de GPU pour ne pas avoir à payer les 3 000 $ de toutes les machines au cours de la journée. Donc en début de journée, on a moins de machines et à la fin de la journée, on en a plus. Vous voyez que la charge, elle peut aussi augmenter avec le temps, en fonction de... Là, c'est par exemple quand on a lancé les features de Generative AI, la charge sur nos serveurs qui augmente, et donc nous, on est derrière à appeler Google Cloud, à appeler AWS en leur disant « Est-ce que vous pourriez nous rendre des GPU de disponibles ?» Parce que là, on a de plus en plus d'utilisateurs, ce qui n'est pas tout le temps simple, parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent des GPU. Les axes sont volontairement cachés sur les graphes. Vous m'excuserez, toutes les données ne sont malheureusement pas publiques. Et donc, vous êtes en droit de vous demander quel a été l'impact, parce que là, je vous ai montré des fonctionnalités qui sont certes potentiellement intéressantes, mais quel est l'impact sur le business, en fait, sur notre startup? Donc, ça, c'est notre revenu récurrent. C'est pareil, il n'y a pas d'axe sur ce graphe-là, et ça ne part pas de zéro non plus.
Donc ça, c'est notre courbe de revenus. Vous voyez, il y avait toujours de la croissance, c'était intéressant. Et quand on a finalement réussi à craquer les fonctionnalités de Generative AI au début de l'année, ça a fait ça. Donc ça vous donne un petit peu un ordre d'idée de l'impact que ça peut avoir d'ajouter des fonctionnalités de Generative AI dans une application. Alors je ne vous dis pas qu'ajouter ça dans toutes les petites applications fonctionnerait, mais en tout cas pour nous, ça a très bien marché et c'est certainement un élément compétitif par rapport aux autres applications. Donc voilà l'état actuel des choses chez Photoroom. Pour nous, ça a plutôt été un succès. Et là, je vais vous partager 3 apprentissages qu'on a eus en travaillant sur la Generative AI, en espérant que peut-être ils vous seront utiles. Pour commencer, comment on a commencé avec Generative AI? Ça, c'était une photo qui a été prise le 24 août. En gros, au début de l'année dernière, il y a OpenAI qui a sorti DALL-E 2, et c'était vraiment le début de la génération d'images. On a vu qu'on pouvait, à partir de texte, générer des images qui étaient visuellement très prometteuses, si ce n'est incroyables, et qui pourraient être utilisées pour du business. Et donc, il y a d'autres startups qui ont commencé à essayer de répliquer ça de manière open source. Et cette date-là, c'est autour de ce moment-là qu'il y a une startup qui s'appelle Stability AI, qui a sorti une version open source de DALL-E 2. Et donc, quand ça s'est arrivé, nous, on s'est dit, on va pouvoir l'utiliser, c'est vraiment génial. Donc, on a dit à tout le monde, chez Photoroom, mettez en pause ce que vous faites pendant 2 jours, on va faire une petite pause, et on va faire un hackathon pour voir ce qui est possible de construire avec de la Generative AI. Donc là, vous voyez le message de mon associé Mathieu Ruiff, le CEO de Photoroom, qui explique, ok, donc on va faire un hackathon pendant 2 jours, juste pour explorer, pour voir ce qui est possible, parce qu'on croit fondamentalement que c'est possible que cette technologie-là change et impacte très fortement la manière dont les images sont éditées à l'avenir. Donc c'est comme ça qu'on a commencé, c'était notre entrée dans la Generative AI, vraiment se lancer un petit peu à l'aveugle, parce qu'on ne savait pas vraiment ce qu'on allait faire avec, c'était vraiment, il y a cette technologie-là, ça peut changer les choses, allons-y, essayons de l'utiliser, approprions-nous la technologie. Ça c'est la première version des fonctionnalités que vous avez vues. C'est un typeform. Les gens ils s'inscrivaient sur une waitlist, ensuite on leur envoyait un typeform comme ça, et ils mettaient leur photo, et c'était presque à la main, c'est-à-dire qu'on récupérait la photo, on le mettait dans l'algorithme de Generative AI, et on leur envoyait par mail pour avoir des retours. Donc ça vous montre un petit peu à quel point on était pressé de mettre ça entre les mains des utilisateurs, et ça nous a beaucoup aidé depuis d'itérer rapidement sur les fonctionnalités. Donc, quels apprentissages on a eu sur Generative AI? Le premier apprentissage, c'est que les gens ont un besoin d'immédiateté. Ils veulent les résultats instantanément. Si vous avez utilisé récemment ChatGPT, il y a 2 versions. Il y a la version rapide et la version un peu plus intelligente qui est ChatGPT 4. Et vraiment, c'est frustrant d'utiliser GPT-4 parce que c'est lent. Alors que l'autre version donne des réponses instantanées et vous pouvez vraiment sentir cette frustration en utilisant l'outil. C'était un petit peu la même chose sur Photoroom. C'est-à-dire que les gens mettaient leurs photos et on leur disait à la fin, bon bah voilà, gardez un œil sur vos mails parce qu'on va vous envoyer un mail dans 1 minute avec les résultats. Je ne sais pas si vous imaginez, mais vous venez de voir la pub pour l'application, vous dites ok c'est génial, je vais pouvoir rajouter un fond sur mes images. Vous ouvrez l'application, vous mettez votre image, vous ajoutez du texte, et là on vous dit bon bah va falloir attendre et être patient. Généralement les gens ils ferment l'application, ils ne sont pas très patients, ils reviennent assez rarement. Et puis surtout ils ne peuvent pas vraiment itérer sur ce qu'ils ont fait et aller jusqu'à la meilleure image. Et donc avec beaucoup de travail de l'équipe Machine Learning chez Photoroom, on a réduit ce temps-là. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans la démonstration, on est passé à quelques secondes à peine pour générer ces résultats. Et entre ça, 1 minute et 3 secondes, l'usage du produit, il est complètement différent. L'adoption est vraiment beaucoup plus importante. Les gens itèrent là-dessus, le réutilisent, reviennent, s'amusent avec. Et donc ça rendait vraiment impossible l'utilisation de cette technologie-là. Et c'est en travaillant sur réduire le temps qu'on a réussi à avoir plus d'adoption sur le produit. Donc voilà, premier point, instantanéité. Deuxième point, obtenir des résultats corrects, ou en tout cas qui correspondent à vos attentes. Si vous êtes assez fort au jeu des 7 différences, vous allez peut-être remarquer des petites différences sur les images qui ont été générées. Donc ça, c'était l'ancienne version de Instant Background que vous avez vue. Ici, par exemple, les objets ont l'air très similaires, hein, mais la poignée, elle est noire. Il y a 3 bandes ici au lieu de 2. Les triangles ici, c'est pas les mêmes. On a mis un triangle rouge là, un triangle noir là. Donc ça passe à peu près, mais quand vous êtes quelqu'un qui vend sur Internet, vous pouvez pas mettre une photo comme ça avec la poignée noire et ensuite la personne reçoit la photo
avec la poignée blanche. C'est strictement impossible. C'est encore pire pour les vêtements. Il y a énormément de vêtements qui sont vendus chez Le Bon Coin. J'imagine que les gens qui nous accueillent doivent le savoir. La photo doit vraiment correspondre au produit. Et donc, si l'algorithme commence à halluciner des textures, des boutons, des fermetures éclairs, c'est extrêmement problématique. Et vous imaginez pour l'ameublement, même problématique. Donc, ce besoin d'avoir des résultats qui correspondent vraiment aux attentes, vous pouvez le voir aussi sur ChatGPT. C'est-à-dire que cette tendance qu'a l'algorithme à halluciner des réponses, c'est un des gros inconvénients aujourd'hui, qu'on n'arrive toujours pas à résoudre d'ailleurs. Les résultats doivent vraiment correspondre aux attentes des utilisateurs, et c'est une question ouverte aujourd'hui en Generative AI, dans certains domaines, comment on arrive vraiment à obtenir quelque chose de fiable. Donc voilà, pour nous, le deuxième apprentissage. On n'a plus ce problème aujourd'hui, on garde l'ensemble de l'objet et on ne change, on ne touche que le fond, de sorte que si vous achetez cet objet-là sur Internet, il correspondra aux images que vous avez vues. Troisième apprentissage, le besoin de contrôle des utilisateurs. Donc ça, c'est une version de Instant Background d'il y a quelques semaines, qui est toujours utilisable, qui est très très simple à utiliser. Vous mettez votre photo et on vous propose des résultats comme ça. Et de plus en plus de gens nous envoyaient des messages au support en disant vous m'avez fait une scène avec l'eau comme ça, et moi j'aimerais bien avoir la cascade derrière en plus de l'eau en bas, est-ce que ce serait possible? Donc petit à petit on les rajoutait, mais on s'est surtout aperçu que les gens ils avaient besoin de contrôle sur les algorithmes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce petit panneau Create a Scene, où on laisse les gens customiser et choisir ce qu'ils veulent comme surface et ce qu'ils veulent comme arrière-plan. Mais on a encore eu des messages derrière sur le support où ils disaient non mais c'est très bien, vous me proposez des options, mais je veux vraiment mettre ce que je veux, donc laissez-moi faire. Et donc on a rajouté derrière cette fonctionnalité où vraiment on donne le contrôle absolu à l'utilisateur de ce qu'il y a dans l'image. Et c'était un petit peu un pari pour nous, parce que taper du texte sur mobile, c'est pas extrêmement agréable. Et pour autant, cette fonctionnalité, c'est un des hits des fonctionnalités qu'on a sorti récemment. Les gens, ils l'appellent le stylo parce que c'est juste, ça permet d'éditer ça. Et vous pouvez aller voir The Pen sur le groupe Photoroom sur Facebook. Les gens adorent cette fonctionnalité. Ils ont vraiment toute la liberté créative de faire les choses. Et même si c'est plus compliqué à utiliser, ils sont vraiment ravis d'avoir l'entièreté du contrôle. Donc voilà, trois apprentissages. L'instantanéité, la fiabilité des résultats, et en troisième, donner le contrôle à l'utilisateur. Et ce dernier point, il n'est toujours pas résolu en Generative AI. Je crois qu'on va en parler dans le talk d'Harry, mais il y a des gens dans le métier, dans certaines entreprises, c'est prompt engineer, pour aller réussir à bien parler à ChatGPT. Donc oui, la personne qui susurre à l'oreille des algorithmes, ça existe vraiment, et ce besoin de contrôle, il n'a pas encore été résolu. Voilà, donc en troisième partie, je vais vous parler de mots, d'argent et de marge, ainsi que des sujets d'éthique sur la Generative AI. Donc sur le mot, c'est un mot qui est un peu sur toutes les bouches, j'ai tendance à dire sur Twitter. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire à main levée comme ça? Qui sait ce que ça veut dire mot? En anglais, oui. Enfin, mais ouais. Motte, est-ce que c'est la mousse? Pour moi, c'est moss, la mousse. Pour motte, c'est les douves. Donc l'idée générale des mottes, c'est que vous allez creuser autour de votre château une douve pour vous défendre de vos ennemis. L'idée, c'est que les grandes entreprises qui dépensent aujourd'hui des millions est-ce qu'elles arrivent vraiment à créer quelque chose qui est défensible? Est-ce qu'elles arrivent à créer des barrières à l'entrée qui fassent en sorte que personne n'arrive après à les battre? Est-ce qu'elles arrivent à contrôler le marché? Donc tout le monde se pose un petit peu cette question en ce moment, surtout avec les centaines de millions qui sont utilisés dans la Generative AI. Et récemment, il y a eu un document qui a leaké chez Google. Et cet article qui est très intéressant, je vous le recommande vraiment, en fait l'analyse. Donc le document qui aurait leaké de chez Google disait qu'en fait, on n'a pas de mode. C'est-à-dire ce qu'on fait n'est pas défensible. C'est la même chose pour OpenAI. Les modèles open source vont devenir bien meilleurs et tous les millions qu'on a et qu'on a accumulés au cours des années ne vont nous servir à rien. Donc ce n'est pas une réponse absolue, mais il y a un débat aujourd'hui sur la Generative AI de qu'est-ce qui est défensible ou pas. Chez Photoroom, nous on fait le maximum pour servir nos utilisateurs qui font du e-commerce et on pense qu'en s'attaquant vraiment spécifiquement à cette niche et en leur faisant les meilleurs algorithmes, ce sera défensible. Est-ce que c'est vrai? L'avenir le dira.
Une autre question, donc on va parler d'argent aussi, sur combien ça coûte d'entraîner un de ces algorithmes. Est-ce que vous avez une idée de combien ça a coûté juste d'entraîner, pas de le faire tourner, d'entraîner GPT-4? Il y a des chiffres tout à fait qui sont sortis dans des interviews. On n'a pas de chiffres exacts évidemment, mais je ne sais pas si dans la salle, juste comme ça, je prends les enchères. 70 à 100 millions, c'est ça? Ok, qui dit mieux? Plusieurs centaines de millions, ok. Peut-être mieux. 500 millions? 500? Ok. On est sur le demi-milliard. Est-ce qu'il y a d'autres gens? Non, peut-être au-dessus? Qui dit mieux? 500 milliards adjugés vendus. Donc oui, sur cet entraînement, je tiens juste à clarifier une partie avant de vous donner une partie des réponses, parce qu'on n'a pas de réponse officielle. Il y a la partie entraînement, c'est vous apprenez à l'algorithme, et après, inference, c'est quand les utilisateurs s'en servent, combien ça vous coûte. Donc on va parler des deux parties dans cette partie argent. GPT-4, Sam Altman, le CEO, a dit que ça avait coûté, dans une interview, plus de 100 millions à entraîner. C'est un petit peu vague, on ne sait pas si c'est juste les coûts ou est-ce que c'est l'ensemble avec les ingénieurs. Les estimations avec le nombre de GPU qu'ils utilisent, on est plus sur du 200 millions. Dans leur perte, on est effectivement sur le demi-milliard. C'est-à-dire sur l'ensemble des algorithmes qu'ils utilisent, tout l'argent qu'ils dépensent, on parle donc d'un demi-milliard pour entraîner ChatGPT. C'est quand même une somme vraiment conséquente. Très rapidement sur l'inférence, voilà, ça leur coûterait 20 millions par mois juste à faire tourner. Quand vous allez sur ChatGPT, vous participez à utiliser ces 20 millions. Et pour mid-journée, ce serait dans les 7 millions. J'ai mis les sources en bas si ça vous intéresse d'aller creuser un petit peu plus. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette liste très très longue de noms? Est-ce que vous avez une idée? Oui. Tout à fait. C'est la liste des auteurs de ChatGPT. Et encore, donc ça ressemble beaucoup à un générique d'Hollywood à la fin, vous voyez, avec toute la liste des noms. Et ça, c'est juste une page. Donc il y a 3 pages de noms remplis comme ça, avec tous les gens qui ont travaillé sur ChatGPT. La partie intéressante, c'est training babysitting, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de 4 ou 5 personnes qui vérifient que le modèle s'entraîne bien, un peu comme du babysitting. Donc juste les coûts dont on a parlé avant, on était sur du 100 millions pour les GPU, mais là on parle de payer tous ces ingénieurs qui sont très brillants, donc j'imagine très bien payés, et tous les gens autour, de l'organisation. Donc on est sur des sommes qui sont vraiment considérables pour entraîner ces algorithmes. Très rapidement, d'où viennent les données? Vous vous en doutez, d'Internet. Je vais passer rapidement sur la partie éthique, parce que je sais que Harry va en parler. Il y a les questions de copyright, donc Stable Diffusion dont je parlais tout à l'heure, qui a généré les modèles open source. En ce moment, ils sont dans des procès avec les entreprises qui ont créé les images sur lesquelles ils ont entraîné. Il y a les questions de est-ce que c'est du vol? Donc si vous entraînez sur Harry Potter, est-ce qu'un algorithme qui génère un livre dans le style d'Harry Potter a volé l'auteur de Harry Potter? Là, c'est la grève des scénaristes à Hollywood qui ne sont pas d'accord pour qu'on utilise leur texte pour entraîner des algorithmes ou qu'on utilise des algorithmes pour écrire des séries. Et enfin, le risque de AGI, c'est-à-dire une intelligence qui serait sentiente et qui menacerait l'humanité. Ça donne des titres d'articles de journaux assez intéressants. Donc là, c'est Geoffrey Hinton qui alerte et qui, selon lui, donc c'est un des parrains de l'intelligence artificielle, et selon lui, c'est un problème encore plus gros que le changement climatique. Et vous avez un certain nombre de personnes qui donnent leur opinion sur le sujet, et ça donne, comme je disais, des titres de journaux intéressants, notamment Snoop Dogg qui s'exprime à ce sujet-là, sur la generative AI, et qui fait une imitation assez impressionnante de Geoffrey Hinton. Je vous recommande vraiment la vidéo si vous avez un petit peu de temps. Pour conclure, Effectivement, je répète peut-être pour ceux qui n'auraient pas entendu, il y a donc un article dans le Wall Street Journal qui est sorti qui explique les différentes sources de données. Et à partir des sources de données, ça fait un certain nombre de biais, et sur les algorithmes d'image et sur les algorithmes de texte. Donc OpenAI a fait énormément de travail pour pas qu'il y ait trop de biais dans le modèle. On peut quand même en trouver, et c'est la même chose dans les algorithmes d'image. Et c'est un sujet qui va durer un certain temps sur les sujets de biais dans la generative AI. Pour conclure sur les marges, ça va très 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 probablement changer fondamentalement un certain nombre d'entreprises.
Là, un exemple, c'est IBM qui annonçait qu'ils avaient pour projet de remplacer 8000 emplois par de l'AI. Donc on ne sait pas vraiment si c'est pour faire plaisir aux investisseurs ou si c'est vraiment dans leur plan, mais on est sur un impact conséquent pour une entreprise historique. Un autre exemple, c'est la valeur du stock en bourse de Shutterstock, qui est une entreprise d'image, c'est celle que vous trouvez quand vous cherchez à peu près n'importe quoi sur Google. Et il y a cette date-là où le stock fait un petit peu une chute libre, c'est la date où ils ont annoncé DALL-E 2. Donc ça remet en question des entreprises entières, la Generative AI. Mais de manière plus intéressante, ça ouvre un nombre incroyable d'opportunités pour des nouvelles entreprises. Et c'est sur ça que je voudrais insister, c'est que ça, comme vous l'avez vu, nous on a pu ajouter de nouvelles fonctionnalités dans l'application. Il y a des business entiers qui sont créés avec ça. Vous pouvez regarder les dernières cohortes de Y Combinator, l'incubator. Je pense que la moitié des startups sont basées sur la Generative AI. Donc dans les années à venir, ça va être extrêmement excitant de voir le nouveau cas d'utilisation et aussi les nouveaux usages. Vous pouvez imaginer un tuteur pour chaque enfant avec ChatGPT. Vous pouvez imaginer qu'on est tous voilà, notre assistant personnel qui nous connaîtrait mieux que personne. Et c'est que quelques cas d'utilisation. Je pense que ce qui va arriver dans les années à venir va être extrêmement intéressant. Pour conclure, ça c'est un exemple de nos utilisateurs qui utilisent l'API pour générer des fonds. Aucune de ces images n'est réelle. C'est-à-dire que les chaussures sont vraies, c'est des vraies photos, mais le fond est généré. Ils ont commencé à utiliser ça. Et ils font 20 à 30% de ventes en plus. C'est un autre cas d'utilisation. Là où je veux en venir, c'est que c'est un petit peu l'utilisation que vous en faites, ces outils-là. Et donc, je suis incroyablement heureux d'être ici avec vous tous pour en discuter après. Je suis très curieux. Venez me voir, expliquez-moi comment vous utilisez ChatGPT, Midjourney. Et ravi d'en discuter et de voir tout ce qui va être construit avec ces outils-là. Merci beaucoup. Et merci beaucoup.